tendances du marché, à la fois du co-living et du coworking. On va essayer d'identifier les acteurs en place et leur positionnement respectif. La notion d'expérience, on le verra, est centrale pour ces nouveaux concepts. On va se poser la question des facteurs clés de cette expérience, comment on peut la rendre optimale, quel est peut-être le rôle du gestionnaire de structure sur cette expérience. Et enfin, nous aborderons les perspectives de développement de ces nouveaux espaces et les problématiques auxquelles les acteurs rencontrent, notamment en termes juridiques et réglementaires, et parfois aussi en termes de rentabilité. Pour parler de ce sujet, répondre à ces questionnements, nous avons Alexandre Mercadier, que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc Alexandre Mercadier, cofondateur de CoLiveMe, le premier agrégateur de l'ensemble de l'offre de co-living en Europe. Donc CoLiveMe, aujourd'hui, on met en relation les co-livers et l'ensemble des opérateurs de co-living, tout d'abord en France et bientôt en Europe. Julien Morville. Et bonjour à tous, donc Julien, je suis un des deux fondateurs de Shariz, un opérateur immobilier spécialisé dans la conception, l'exploitation et l'animation d'espaces de co-living. On développe notamment sur le territoire français donc un concept de résidence urbaine mixte, voilà, qui propose à la fois du logement environné par du service, mais aussi une offre de restauration, des espaces de coworking, voilà, tout un produit hybride. Clément Alteresco. Bonjour à tous, Clément, donc moi je suis le fondateur de Morning Coworking. On est aussi un opérateur d'espaces de coworking, principalement Paris Première Couronne, complètement même Paris Première Couronne. On a une vingtaine d'espaces qui représentent environ 60 000 m², 6 000 personnes sur Paris. Voilà. Fabrice Simondi. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Fabrice Simondi, un des fondateurs de CoLive. CoLive est la première association internationale sur le phénomène du co-living qui a été montée il y a 4 ans et qui a un triple objectif. Un objectif, de recherche et d'isoler les meilleures pratiques. Donc à ce titre-là, cette année, on va bientôt faire paraître un livre qui s'appelle The Art of Co-living et qui résulte de 6 mois de recherche dans 18 pays avec 52 podcasts qui ont été produits pour partager cette expérience. Notre deuxième activité, c'est de connecter les membres. On a 450 membres, dont une centaine d'opérateurs dans le monde. Et donc, ils se rencontrent. À ce titre-là, on fait des meet-up, des rendez-vous dans chaque pays. Il y en a un ce soir, d'ailleurs, à Paris. Et on fait un sommet européen, même mondial. C'est la 3e édition qui aura lieu en juin de cette année. Merci. Clément Alteresco, pourriez-vous nous définir ce qu'est le coworking et nous expliquer pourquoi il séduit autant aujourd'hui ? Alors, j'ai combien de temps? Quelques minutes. Le coworking, comme le dit son nom, c'est le travailler ensemble. Le coworking répond à 3 besoins de l'entreprise. Le premier, c'est la flexibilité. C'est un principe simple, mais finalement, quand vous connaissez le BAI 369, vous êtes bien content aujourd'hui de vous mettre en coworking parce que c'est flexible. Ça permet justement de gérer sa croissance et sa décroissance en fonction de ses performances économiques, là où le BAI 369 vous encadre et vous contraint. Deuxièmement, c'est simple, ça répond à un besoin de simplicité pour l'entreprise qui n'a rien à faire. Elle arrive avec son ordinateur, ses ordinateurs, elle a déjà tout qui est prêt, elle ne s'occupe pas de l'électricité, du Wi-Fi ou je ne sais quoi, tout est inclus. Et enfin, et c'est sûrement le plus important, c'est un écosystème avec d'autres entreprises, d'autres expertises. Donc c'est une richesse infinie pour une entreprise qui a envie de participer à la communauté qui est créée dans un espace de coworking, d'aller rencontrer, d'aller parler à d'autres expertises dans les espaces. À 13h45, non. Et donc voilà, donc ça c'est ce que j'appelle l'écosystème.
c'est le partage, et c'est évidemment ça qu'on essaie d'aller le plus, et c'est évidemment le plus dur à industrialiser. Julien Morville, si on définissait le co-living, un petit peu la même question. Ouais, alors si on voulait répondre simplement, on pourrait un peu répondre que le co-living, c'est un petit peu à l'univers du logement, ce qui est le coworking à l'univers du bureau. Aujourd'hui, notamment nos amis de Colive approchent une définition assez parlante, je trouve. Le co-living, c'est avant tout un mode d'habitat environné le plus souvent par une offre de services, géré par un opérateur spécialisé, ça c'est important de le préciser, dont le modèle globalement repose en fait sur une mutualisation d'espace et de ressources. Après, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, il y a autant de définitions finalement du co-living qu'il y a d'acteurs et notamment de modèles sur le marché. Tout à fait. Fabrice Simondi, pourriez-vous nous préciser en quoi consiste exactement l'offre co-living, au-delà de sa définition, et est-ce qu'on peut considérer que ce co-living serait une expansion du coworking ? Alors, effectivement, cette définition du co-living, c'est bien comprendre qu'il y a des espaces partagés et que c'est opéré par un tiers. Donc, c'est une vraie différence par rapport à du co-housing ou d'autres modes d'habitat partagé. Et en fait, l'offre, il y a une très grande diversité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est on voit des modèles qui sont développés aujourd'hui, mais quand on regarde partout dans le monde, il y a des modèles qui sont vraiment diversifiés dans leur composition, c'est-à-dire il y a dans la répartition des espaces entre le privatif et le commun. Il y a des modèles, des business models qui n'ont rien à voir. Donc, il y a des business models qui sont proches du résidentiel ou de l'hôtelier, ou même il y a des business models ou des fonctionnements de modèles économiques en social aujourd'hui, ou même dans sa structuration juridique en coopérative et pas en société commerciale. Et enfin, en fonction de ces modèles et de l'accès au foncier, ça crée des variations effectivement en fonction du service de prix, de tarification. Et dernier point, c'est le côté communauté. Donc effectivement, suivant les modes de co-living, il y a des modèles de co-living qui vont aller fédérer une communauté particulière ou qui sont beaucoup plus ouverts à tout type de communauté. Donc le parallèle qu'on fait, que je me permets de faire avec le coworking, c'est l'idée qu'il y a quelqu'un qui opère ce lieu. Il y a aussi, je reprends vos propos, l'idée de flexibilité. Il y a la facilitation, c'est-à-dire qu'on arrive, on n'a rien à faire. Mais après, il y a une vraie différence dans la relation aux autres entre un lieu de travail et un lieu de vie. Il n'y a pas les mêmes enjeux psychologiques, sociaux. Et donc, il y a une certaine complexité à mettre de l'humain à vivre ensemble et à gérer pour ceux qui opèrent du co-living. Alexandre Mercadier, par rapport aux modèles proches que l'on connaît, notamment la colocation, les résidences étudiantes, quelle serait la spécificité du co-living, même si ça a été un petit peu abordé, peut-être approfondir ce sujet, et en quoi c'est un produit vraiment innovant ? Alors, en fait, c'est vrai qu'en étant l'agrégateur, on a souvent la question, vous agrégez du co-living, mais en fait, c'est quoi le co-living ? Ça ressemble énormément à de la coloc. Il y a des espaces privatifs, il y a des espaces communs, ce qui a bien été défini avant. Oui, le produit immobilier, en fait, clairement, c'est le même. On est très proche entre de la résidence étudiante, de la coloc, on est très proche du même modèle immobilier. Ce qui change, c'est vraiment la couche servicielle, la couche événementielle, pour vraiment animer la communauté qui n'existe pas aujourd'hui avec de la colocation simple ou de la résidence étudiante comme on a connu il y a quelques années. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est cette couche servicielle, événementielle et communautaire. Et c'est aujourd'hui ça qui permet de dire qu'on est vraiment sur un produit innovant qui sort et qui est attendu par beaucoup de monde en France. D'accord. Clément, je me permets, je pense que c'est important de le préciser, puisqu'il n'y a pas que du marketing effectivement derrière le co-living. Et je pense qu'avant tout, le co-living permet de recentrer le produit et l'offre autour de l'utilisateur en créant une vraie expérience. Oui. Et je pense qu'aussi il y a une telle profondeur de marché aujourd'hui. C'est lié à cette distorsion finalement astronomique entre le parc immobilier traditionnel, ce qu'il est en capacité de nous offrir et finalement ce que recherchent les gens, qu'ils soient jeunes actifs, un peu moins jeunes. Donc globalement, l'idée c'est de réapprécier cette expérience globalement du logement et encore une fois, à une ère où on met 25 secondes à commander un taxi sur son smartphone, on ne peut plus imaginer
voilà, continuer à devoir aller toquer chez Foncia ou dans une autre agence immobilière, faire la queue avec 35 personnes, déposer un dossier de 55 pages. Enfin, c'est des choses clairement qui voilà, ne sont plus en ligne en tout cas avec Tout avec à le temps. fait. Donc vers la simplicité. Clément Alteresco, quels sont les bénéfices pour les acteurs qui utilisent les espaces donc, de coworking? Donc ça c'est une première question. Et puis donc, par rapport aux tiers-lieux, aux incubateurs qu'on connaît, quelle va être la spécificité du coworking? Alors, les bénéfices, clairement, c'est ceux que j'ai énoncés tout à l'heure. Donc, Oui. flexibilité, simplicité, écosystème. Il faut se rappeler que le coworking, au départ, ça part d'un principe simple qui est de se dire que maintenant, on est tous nomades avec du Wi-Fi et des ordinateurs portables. C'est quelque chose qui est apparu au début des années 2000. Et ça, au début, c'était vraiment des indépendants qui s'en servaient, des espaces de coworking et qui étaient nomades. Et progressivement, on a vu apparaître des espaces de plus en plus grands, l'offre qui s'est étendue et en fait, toutes les entreprises maintenant utilisent le coworking. Je crois qu'il y a la plupart des entreprises du CAC 40 ont aussi des espaces de coworking. On accueille par exemple L'Oréal depuis peu chez nous sur différents métiers et du coup voilà, c'est devenu mainstream. Toutes les entreprises utilisent le coworking pour diverses raisons. Et moi, vraiment, ce qui m'intéresse et ce qui, je trouve, fait la force du coworking, c'est cet aspect rétention des talents. La plupart des grands groupes, je pense qu'ils voient le coworking aussi comme une capacité à permettre à leurs salariés d'être mieux, travailler dans des environnements plus sympas, plus conviviaux, où finalement, c'est ce qu'on essaie de faire, on pousse une culture de travailler différemment, et ça permet d'attirer et de retenir aussi plus facilement les gens. Donc aujourd'hui, surtout à Paris, c'est la guerre des cadres. Donc les boîtes, qu'elles soient grandes ou petites, c'est vraiment la guerre des cadres. Il n'y a pas assez de cadres à Paris. Je ne parle même pas des développeurs, je parle même des cadres en général. Et donc, je pense que ces boîtes-là voient le coworking comme une capacité aussi à améliorer cette attractivité. Et finalement, baisser les risques psychosociaux quelque part. Si on, oui, alors on je ne sais même pas ce que ça veut dire, moi, dans mon... et la deuxième chose, alors, vous avez parlé d'incubateur au final. Il y a autant d'espaces de coworking que d'acteurs du coworking. Il y a aussi bien des réseaux comme Morning, comme WeWork, qui sont des gros, on va dire des gros réseaux, que le petit coworking qui est à Clermont-Ferrand, qui fait 300 mètres carrés, qui est en centre-ville et qui va créer une dynamique sur le territoire. Donc c'est ça qui est intéressant et je trouve que le parallèle avec l'hôtellerie est très, très fort. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des tout petits hôtels de quartier qui vont recréer dans une ville une activité. C'est la même chose sur le coworking. Il y a vraiment il y a des Fab Labs, il y a des coworking qui sont spécialisés sur des artistes, d'autres sur d'autres choses. Voilà. Donc il y a cette hétérogénéité et il ne faut pas oublier que c'est vraiment un élément du dynamisme économique. C'est quasiment, ça fait partie de l'infrastructure en fait de nos villes. Ça permet aux entreprises de se développer mieux. On est plus fort à plusieurs. C'est le principe de l'incubateur. Donc voilà, le coworking a de beaux jours devant lui justement parce qu'il devient infrastructure. Julien Morville, si on devait trouver des valeurs communes, puisqu'on fait le parallèle coworking, co-living, quelles seraient ces valeurs communes à ces espaces? Alors, les valeurs communes qu'on pourrait y trouver, alors c'est vrai que aujourd'hui, on a cité des initiatives aussi bien finalement à Paris, en Ile-de-France qu'en région. Le produit co-living, j'y crois, en tout cas pour Cherise, mais aussi beaucoup en région. On vit aujourd'hui et différemment, tout comme on travaille aussi différemment. Et c'est vrai que le schéma traditionnel voilà, du jeune qui soit surdiplômé au moins, qui arrive pointé à la Défense à 8h30 dans une tour de 15 000 m² avec 3500 ou 4000 collaborateurs, clairement c'est un schéma qui est voué à mon sens à disparaître. Il y a eu voilà, des bouquins très intéressants d'ailleurs décrits sur le sujet. Tout à fait. Et je pense notamment à ce livre de Jean-Christophe Fromentin qui s'appelle Travailler là où l'on veut vivre. Finalement, on aspire à des choses qui sont un petit peu différentes. Et donc, je crois beaucoup au développement notamment de la ville moyenne en région. Notamment, et pour ça, ces initiatives, tant au niveau des espaces de coworking, vont devoir être complétées par des initiatives aussi en matière de co-living. D'accord.
Ok. Clément, Alteresco, quels sont alors vous l'avez un petit peu abordé, mais on va aller un petit peu Mais plus je loin. peux répondre à la question Ah oui, à sa écoute, place tout à parce que fait. pour moi le plus important que tu n'as pas dit, c'est le mot partage en fait. Ah oui, tout à fait. Ce qu'on a en commun, c'est cette idée en fait c'est du social. On met les Tout à gens fait. ensemble. C'est le vivre ensemble aussi. Mon métier à moi, c'est de créer de la rencontre. Du lien. Voilà. Donc on a une pub dans le métro là qui est là. C'est des bureaux pour se rencontrer. Et c'est pareil en colloque. Le principe, c'est de rencontrer des gens. Et c'est ça qui crée la force. Finalement, on est des animaux sociaux. On a besoin, en plus, à l'ère du tout technologie, on est tous rivés sur notre portable 24/24. On a besoin de moments où on recrée du lien social. Et c'est dans des espaces comme les nôtres où ça arrive. Voilà. Donc c'est le co du co-living et coworking. Ce co, c'est la collaboration, c'est la collectif. C'est ça finalement qui réunit, je pense, C'est les nos deux échanges industries. marchands et non marchands qui vont se créer des liens. Ouais, il y a un lien sociétal fort, aussi bien effectivement derrière le produit coworking que le produit Tout à fait. co-living. Oui, je rebondis là-dessus parce que c'est quand même une tendance de fond, c'est la tendance à l'isolement. Et finalement, c'est assez contemporain quand on y pense, l'isolement. La structure des familles en début de siècle, comment ça fonctionnait, tout le monde était ensemble, il y avait l'esprit village, même dans l'architecture, vous voyez une ville ancienne, c'est une église, la place du village, ça tourne en rond. C'est toute cette théorie des tiers-lieux qui revient depuis les années 70 à Goldenberg qui l'a modélisé, en disant finalement l'espace public, l'espace de rencontre, qu'est-ce qu'il est devenu? Un espace pour des voitures qui vont d'un point A à un point B. Quand vous êtes dans la rue, c'est pour marcher, pour aller sortir de chez vous, aller au travail ou un commerce. Et en fait, toute la rencontre impromptue, naturelle, ou des gens que vous ne rencontreriez pas sans rendez-vous, sans l'avoir mis sur une to-do list, elle n'existe plus. Et ça, c'est vraiment un besoin de fond, c'est reconnecter les gens entre eux. Et donc, effectivement, je comprends bien que dans la partie travail, eh bien, tiens, on se retrouve, on va croiser des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui ne sont pas forcément dans son entreprise. Mais dans le co-living, il y a aussi ça. Et j'ai eu un témoignage amusant il y a quelques temps avec des gens, des Russes qui ont vécu le bloc soviétique. Je raconte cette histoire parce qu'elle est amusante. À l'époque, quand on allait au restaurant, vous ne choisissiez pas avec qui vous asseyez au restaurant. Donc, vous disiez, mettez-vous avec telle personne. Et de cette expérience, en fait, tous les gens qui parlent de ça disent c'était incroyable. On a rencontré des gens qu'on n'aurait pas rencontrés normalement. Et donc, finalement, dans le coworking ou le co-living, c'est vous créez une infrastructure de rencontre où les gens peuvent se rencontrer sans avoir prévu un rendez-vous ou reporter au calendrier grec les choses. Voilà. Finalement, ça répond aux besoins d'appartenance à un collectif, des individus, vraiment créer des échanges qui sont au départ des échanges non marchands, finalement les cristalliser en finalement relation d'affaires peut-être. Exactement. Et c'est exactement ça. C'est ce qui s'appelle la sérendipité. Cette idée en fait que la rencontre fortuite, elle se provoque et elle est créatrice d'une valeur qui est très très forte. Nous par exemple, on a lancé un truc dans nos espaces, ça s'appelle le Colo Café. Donc on envoie un email à tous les gens de l'espace et on leur demande s'ils veulent bien rencontrer quelqu'un au hasard. Des différents. Et donc ils disent oui, et puis on envoie un email à 2 personnes, rencontrez-vous, prenez un café. D'accord. On fait une sorte de matching voilà. Et au hasard. Et donc tous ces moments de rencontre, en fait, c'est des moments de création de valeur. Et honnêtement, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que, effectivement, quand il y a quelqu'un qui arrive dans un espace, il n'est pas là pour rencontrer des gens, il est là pour bosser. Donc il faut aussi les mettre dans une dimension d'ouverture. Et c'est plein de petites choses qu'on met en place. Ça va de l'email qu'ils reçoivent quand ils arrivent, à la signalétique dans les toilettes, ou au dit bonjour à la dame qu'on met à l'accueil de nos espaces. C'est voilà, cette idée de, en fait, dire bonjour, juste dire bonjour. Tout à fait, de sociabilité finalement. Exactement. On a vu un petit peu les besoins. Si vous deviez parler un petit peu des clients de ces espaces, Fabrice ou Alexandre. On entend souvent que, par exemple, pour le co-living, on parle beaucoup de millennials. Oui. Pour nous, c'est bien plus large. C'est toutes les personnes qui sont en transition de vie, Oui. pro ou perso. Donc, ça va de l'étudiant au jeune actif, donc le millennials, mais ça va même à la personne qui est en mobilité pro, la personne en mobilité perso, donc une séparation, ça va même à une personne qui est en déménagement, qui aurait un besoin de trouver un hébergement. Et il y a une partie de la population auquel nous on croit qui n'est pas encore assez développée, c'est les jeunes seniors qui ont un vrai besoin d'échange
et qui n'ont pas aujourd'hui de solution adaptée. Ils ont Tout à des fait. résidences seniors, mais qui demanderaient peut-être à avoir un plus gros côté communautaire et qui pourraient être recherchés. Alors, Alexandre, je vais un petit peu plus loin que ton propos, parce que ce que tu dis, je trouve que c'est valable pour la France, mais quand on prend une perspective internationale, je pense que ça va plus loin, parce que en fait, ce public de la transition qu'on a en France, il est lié aussi aux conditions d'accès. Donc c'est vrai qu'il y a un certain prix, quand on pratique des prix qui sont quand même décorrélés et supérieurs au prix de marché d'un bail 89, finalement, il y a cette pression financière qui existe. Mais quand on regarde la population, on a tendance très vite à segmenter. C'est-à-dire on met les étudiants, une résidence étudiante, les millénials avec les millénials, la maison de retraite, voilà, un circuit continu de la vie avec des classes. Et ça, c'est un modèle finalement dans l'habitat. On le voit sur des expériences, par exemple, qu'on cite l'expérience de co-living qui se fait dans les coopératives d'habitat au Canada, celle qui existe en Suisse, à Zurich. Et c'est 100 ans d'évolution. Donc ça, c'est intéressant. C'est des gens qui ont des modèles d'habitat avec des espaces partagés depuis 100 ans, donc des itérations. Mais on voit que ça représente 20% de l'habitat, par exemple, à Zurich aujourd'hui, et que les habitants, c'est transgénérationnel. Donc c'est plus forcément des gens qui se séparent ou des millénials. Et même sur des modèles immobiliers comme Old Oak, donc le modèle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est The Collective, un des acteurs internationaux de référence dans le co-living, avec 550 unités d'habitation qui ont été créées il y a maintenant 4 ou 5, ça fait 5 ans que c'est ouvert. Mais ils ont des résidents, donc ils ont un prix effectivement pour Londres qui est attractif, hein, même si c'est je crois 1000 pounds, moi c'est attractif à Londres. Et ils ont, je crois que leur plus vieux résident a 77 ans. Et il y avait justement un article récemment dans le Times qui parlait de la mixité des profils dans ce type de logement. Mais en effet, en mixité, nous, on a juste un exemple qui est hyper parlant. On a un Anglais qui nous a contacté il y a un mois, qui a une mission à Guyancourt. On a un espace de co-living résidence étudiant qui s'appelle Éclat à Massy-Palaiseau. Donc, totalement pas la cible prioritaire pour Éclat. Et en fait, la personne va vivre dans cet espace pour 3 mois parce qu'elle est en mission pro. Ça l'arrange, c'est juste à côté. Et tous les services qui sont la salle de sport, l'espace de coworking qui sont proposés dans cet espace intéressent le client. Donc, en effet, l'intergénérationnel peut fonctionner à certains moments. Voilà. Et nous, par exemple, chez Colive, on pense vraiment que de ce fait-là, c'est pas juste de la transition pour 1 ou 2 ans. Le co-living, ça peut devenir un secteur primaire de l'immobilier en termes industriels. Non, clairement, Oui. parce qu'avant de se poser la question du pour qui, il y a le pourquoi. Et le Oui, co-living, bien sûr. si c'est notamment développé vitesse grand V, je pense au marché nord-américain, je pense aussi au UK, c'est avant tout pour répondre à 2 grosses problématiques qui sont ces sujets d'accès au logement, voilà, dans des villes où la pression se fait toujours plus importante. Mais aussi l'isolement, et finalement catégoriser, si je veux dire, un profil utilisateur sur ces 2 grosses problématiques auxquelles le produit répond aujourd'hui, oui. ça paraît un petit peu compliqué. Ouais. Tout à fait. Alexandre, pouvez-vous nous parler un petit peu des grandes tendances du marché, des acteurs, de façon un peu plus approfondie? On l'a un petit peu abordé, mais Ouais. aller au fond des choses. Alors, comme disait Fabrice au début, on a pu voir 2 gros modèles qui sortent dans le co-living. Il y a le modèle plutôt hôtelier, le modèle plutôt résidentiel. On arrive à découper en fait les modèles de co-living en général par taille. Il va y avoir le modèle de plus petits espaces, environ 10-20 chambres, type La Casa ou autre. Et les autres modèles qui ont au-dessus de 100 chambres, qui vont jusqu'à 1000 chambres, notamment Éclat. C'est comme ça qu'on a. C'est sûr qu'ils n'ont pas tous le même. Plus l'espace est grand, plus les espaces partagés sont importants, plus on peut avoir une salle de sport, chose qu'on ne va pas avoir. Là où les plus petits espaces permettent peut-être plus de rencontres entre les différents co-livers. Après, au niveau des acteurs, en étant l'agrégateur, ça nous a permis, nous, d'en rencontrer pas mal. Donc, on a pu les catégoriser en 2. On a les startups, type Sherry's, Colonies, La Casa, que tout le monde connaît. Et après, des acteurs qui viennent plus de l'immobilier. Donc, on a les promoteurs aujourd'hui qui veulent se positionner en créant leur marque, type Bouygues Immobilier, Vinci. Ou même des acteurs comme Babel Community, qui a un groupe de promotion comme Axis. Julien, est-ce qu'on pourrait identifier des positionnements d'acteurs différents, ou est-ce que c'est trop émergent pour avoir des positionnements, des groupes?
Non, effectivement, aujourd'hui, il y a des modèles qui s'opposent. Je pense que ouais, le gros facteur de différenciation, en tout cas sur le marché français, puisque la réglementation est assez peu simple sur le sujet, qui est le modèle hôtelier d'un côté, le modèle plutôt résidentiel de l'autre. Chez Cherise, typiquement, on a pris le parti voilà, du modèle résidentiel. On croit beaucoup à la vertu, si je veux dire, du sous-jacent logement, et c'est aussi pour nous un critère de réversibilité qui est très, très important dans le temps. Encore une fois, on apporte une solution de logement et d'habitat stabilisé, si je veux dire, à nos occupants. Et quand on parle notamment de vecteurs de lien social, de communauté, c'est vrai qu'imaginer sur des formats plutôt hôteliers, donc à la nuitée ou la semaine, voir potentiellement son voisin changer et tourner en permanence. Alors bon, ça peut être créateur de richesse, mais j'y crois un peu moins sur le long terme. Donc voilà, une vraie opposition entre modèle plutôt hôtelier, modèle plutôt résidentiel, avec des programmations plus ou moins hybrides aussi. Ça, c'est une grande tendance. Donc il y a des modèles qui sont 100% logement, quand d'autres sont un peu plus mixtes. Chez Cherise, on travaille, nous, des programmations pour le coup hybrides. Donc évidemment articulé autour de ce mode d'habitat, du co-living, du logement individuel, mais aussi du logement partagé, du service, mais aussi au niveau des pieds de nos immeubles, de nos résidences, donc des socles actifs où on développe notre propre offre de restauration. On propose aussi des espaces de travail ouverts sur la ville. C'est une façon aussi, au-delà d'activer des synergies d'usage, c'est de dire à l'échelle du bâtiment, de s'ouvrir sur le quartier. Et ça typiquement, c'est des choses qui politiquement sont aussi beaucoup appréciées. Ouais. Oui, tout à fait. Clément, est-ce que vous pourrez nous parler des tendances du coworking, alors qu'il y a un peu plus d'historique, l'évolution, les acteurs? Ouais, là on est dans un marché qui, je trouve, on est à son stade de l'adolescence. On a eu un joli épisode avec WeWork et l'introduction ratée au mois de septembre, qui quand même est symptomatique d'un marché qui est en train de mûrir, d'adolescent vers l'âge adulte. Et effectivement, on est structuré sur plusieurs acteurs. Alors moi, je connais pas vraiment toutes les tendances internationales, mais en France, en tout cas, il y a 5-6 acteurs qui se détachent, quelques Français, un Américain, un UK. Il y a l'acteur historique qui s'appelle Regus, qui est aussi un Spaces. Voilà. Il y a 2 Américains, WeWork et une boîte qui s'appelle Notel, qui a acheté une boîte française qui s'appelle Deskeo. Et après, il y a nous qui sommes maintenant associés à Nexity, et il y a comment il s'appelle Nextdoor, maintenant Ojo, pardon, qui est Bouygues et Accor. Donc voilà, c'est plutôt des acteurs. Et il y a aussi pas mal de promoteurs qui s'y ont mis, il y a pas mal de foncières qui s'y sont mis. Donc ça y est, ça commence à se structurer. Il n'y a plus beaucoup d'acteurs indépendants qui sont d'une certaine taille. Voilà. D'accord. Donc ça c'est intéressant à noter. Ça a déjà commencé. Le build-up dans les marchés qui mûrissent se fait assez rapidement. D'accord. Fabrice, on a vu on voit le coworking, on a aussi l'aspect coworking au sein des espaces de co-living. Est-ce qu'on n'assiste pas à une disparition finalement des frontières entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle, et quels pourraient être les enjeux de tout ça? Est-ce que ça peut être inquiétant, puisque on a un petit peu le modèle finalement de construction de ville autour de l'entreprise? Ce qu'on observe, nous, sur différents opérateurs qui sont dans notre association, c'est que la partie le coworking et le co-living au même endroit fonctionnent pas forcément de pair. C'est-à-dire qu'il y a des espaces de coworking dans certains modèles, des espaces de co-living, mais c'est pas forcément les mêmes clients. Et ce qu'on a dans le co-living, c'est plutôt ce qu'on va appeler du co-office. Je pose mon ordinateur, je travaille, et je trouve ça plutôt d'ailleurs intéressant de se dire on sort de chez soi pour ne pas vivre complètement au même endroit. Et on a vu ça aussi. C'est pas ce que veulent les gens d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose. Ils veulent séparer leur vie professionnelle et personnelle. Exactement. On a d'ailleurs fait une étude avec Sciences Po récemment sur justement le côté co-living corporate.
Et cette idée très ancienne de l'entreprise qui crée le logement, il y avait le phalanxeur de Charles Fourier, donc des expériences qui datent. Il y a eu dans les années 50, pareil, le village Bouygues, des entreprises qui sont dit on agglomère. Et ça crée des problématiques parce que vous vous retrouvez dans votre vie privée avec des liens hiérarchiques au quotidien. Donc je pense qu'il y a une dissociation saine entre les espaces de travail et les espaces de vie perso qui sont déjà largement pénétrés par le numérique. On est chez soi et on continue à travailler. Moi, on me demande souvent, est-ce que tu vas faire du co-living? Et je réponds non, c'est pas mon métier. Moi, je suis dans l'univers professionnel, dans cette sphère du travail. Ça n'a rien à voir avec la sphère privée de l'habitation. Donc, même s'il y a un socle commun qui s'appelle l'immobilier, en fait, c'est vraiment des métiers, des environnements qui, pour moi, n'ont rien à voir. Voilà. On ne l'a pas évoqué. Pardon, allez-y. Je trouvais d'ailleurs, pour reprendre le parallèle qu'il pouvait y avoir entre le co-living et le coworking, puisqu'on soulignait l'aspect corporate, c'est vrai que Clément précisait qu'aujourd'hui c'était une façon pour beaucoup de sociétés, le coworking finalement, de renforcer aussi leur marque employeur. Les acteurs corpo aussi s'intéressent au co-living, et sur un marché où il y a toujours plus de compétition, notamment à l'embauche. Aujourd'hui, la possibilité demain d'offrir aussi une opportunité de logement à plus ou moins long terme à leurs salariés est devenu un vrai facteur d'attractivité, et on travaille nous des missions avec de grands groupes de conseils qui se posent réellement la question de développer une offre d'hébergement. Ouais. Ça fait partie de la marque employeur finalement. Exactement. J'ai vu un petit peu le développement de coworking féminin. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Beaucoup de bien. The Wing à New York. Alors, c'est vrai qu'il y a des coworking comme ça qui se lancent sur des verticales. Alors, ça n'a pas du tout été notre choix. On accueille tout le monde. Maintenant, je trouve ça très bien qu'il y ait des endroits où il y ait une tonalité. Alors, je ne pense pas que ce soit que des filles. Je pense qu'elles sont... C'est un élément de différenciation, mais je pense qu'elles accueillent tout le monde, elles. Ouais, mais je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait en fait une hétérogénéité des offres de plus en plus large en termes de taille, en termes de métiers, etc. Oui, tout à fait. Finalement, le marché commence à se structurer puisqu'il se segmente. Donc il y a plein de choses qui sont en train d'être testées et qui vont marcher, pas marcher. C'est ça que j'appelle l'adolescence. Voilà, il y a encore plein de choses. Ouais. Julien, est-ce que vous avez parlé un petit peu tous d'expérience client par rapport à ça, et finalement, au travers de cette expérience, on voit bien que la sociabilité devient un enjeu. Donc, comment elle peut être gérée, comment elle peut se structurer? Oui, effectivement, un des grands enjeux, je pense, ça va être alors déjà au travers du produit, de pouvoir conjuguer soigneusement intimité et convivialité. Tout à fait. Et globalement, sur le plan social, faire que les gens arrivent à vivre ensemble. Aujourd'hui, on parlait de levier sociétal derrière le co-living. Je pense qu'il y a globalement aussi un mindset. On le voit nous sur nos premiers espaces finalement en exploitation. Je pense que la démarche volontaire déjà de postuler à l'offre, c'est déjà 80-90% du chemin parcouru. Derrière, on est là, nous opérateurs aussi, pour l'animer, l'organiser. Donc ça passe par de la conception d'espaces adaptés, donc en rendant le plus autonome typiquement possible des espaces privatifs, en dimensionnant correctement des espaces partagés, en imaginant une offre aussi tout inclus qui permet de désamorcer tous ces petits sujets du quotidien qui peuvent être source de friction. Donc ça va être un ménage hebdomadaire des espaces partagés, ça va être le remplacement des produits quotidiens par exemple, enfin autant d'éléments finalement qui font que derrière on n'a plus qu'à se focaliser sur réellement le vivre ensemble et pas toutes ces petites démarches polluantes qui peuvent détruire l'expérience. Quelqu'un veut. Finalement, Alexandre, quelque part, dans cette notion d'expérience doit être gérée. Quel est le rôle pour vous de ce gestionnaire de l'espace? Comment il peut structurer finalement cette sociabilité? Pour nous, l'opérateur, c'est la clé, en fait. C'est lui qui va gérer l'ensemble de la communauté. C'est notamment pour ça qu'on a créé aussi Co-Live.me, c'est pour se dire, voilà, nous, on se focus sur la commercialisation de vos espaces. Vous restez sur votre métier. C'est un peu, en fait, leur objectif, c'est que la sauce elle prenne bien dans leurs espaces, que tout se passe bien.
Il y a même certains opérateurs qui m'ont dit, voilà, notre objectif, c'est limite qu'on soit plus là et que en fait, la communauté se nourrisse d'elle-même. Après, j'aime bien les comparer un peu à des community managers. Ils sont là pour gérer les liens entre tout le monde. Chose qu'on n'avait pas dans la colocation, où aujourd'hui, quand il y avait un problème entre les différents colocataires, il n'y avait pas un tiers qui était là pour un peu gérer tout ça. L'opérateur de co-living est essentiel dans l'espace. Donc ça devient vraiment un vrai métier. Ah bah, c'est un métier à part. C'est un métier à part entière. Donc peut-être que je rebondis sur ces écosystèmes à créer, en tout cas le vivre ensemble aussi à créer. Donc il y a vraiment une démarche de professionnels derrière, et peut-être de coproduction aussi, parce que peut-être qu'il faut impliquer aussi les acteurs. Alors moi j'adore cette question. Oui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui franchit la porte chez nous, qui loue un bureau, on lui demande qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'espace, comment tu pourrais contribuer, et on les incite à créer un petit déj, une conf, fêter le contrat qu'ils viennent de signer avec tout le monde. Donc cet aspect de coproduction, il est au cœur du modèle. C'est ça qui rend l'état d'esprit du lieu après beaucoup plus sympa. C'est quand les gens sont impliqués. Donc c'est vraiment une science compliquée, mais il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire dans le discours, dans l'expérience, qui amènent les gens à se dire en fait je vais participer comme si c'était mon espace. Donc c'est ça en fait, c'est les mettre dans cet état d'esprit de ils sont chez eux ils sont avec des potes. Voilà. Julien, on voit qu'il y a une réglementation qui encadre l'habitation en général. Quelles sont les contraintes aujourd'hui auxquelles les acteurs doivent faire face? Est-ce que ça peut être un frein à leur développement? Je pense notamment sur le bail, etc. Oui, alors sur la réglementation aujourd'hui, effectivement, mais comme dans beaucoup de domaines, je pense que ça a été le cas aussi dans le coworking, ça l'est sûrement encore aujourd'hui. Le produit, évidemment, et l'offre évoluent toujours un petit peu plus rapidement que la réglementation. Donc effectivement, si aujourd'hui on considère la réglementation logement, l'habitation au sens large, c'est vrai qu'on a une réglementation qui n'est pas toujours adaptée aux produits tels qu'on l'a imaginé. Donc c'est vrai que c'est toujours beaucoup d'échanges, de la négociation aussi avec les pouvoirs publics qui sont néanmoins extrêmement sensibles en fait, aux produits, qui sont les premiers à reconnaître qu'aujourd'hui, effectivement, on souhaite favoriser ce genre d'initiative. C'est un vrai vecteur, une pierre importante aussi du parcours résidentiel, et ils voient l'intérêt de favoriser le développement de ce type de produit. Néanmoins, quand il faut cocher une case dans le CERFA, aujourd'hui, on n'a pas mis le choix. Donc c'est du logement, on doit faire aussi avec ses contraintes. Donc c'est du cas par cas, si j'ose dire. Mais les choses sont en train d'évoluer, et les pouvoirs publics, globalement, sont quand même très sensibilisés. Comme je vous le disais, on est en train de travailler avec d'autres acteurs, notamment à un projet d'amendement. On a rencontré Monsieur le préfet Michel Cadot avant cet été, ainsi que le chargé de mission logement du gouvernement, qui sont très sensibles à ça. Donc les choses devraient bouger. Après, dans quel délai, c'est plus compliqué à se prononcer. Ouais. Ouais, je crois que moi, c'est un des vrais freins. Il y a deux gros freins à l'essor du mouvement. C'est l'accès au foncier. Donc le prix d'accès au foncier et les contraintes de marché fait que c'est une des grosses contraintes. Et c'est l'aspect réglementaire, parce qu'on croise quand même trois logiques. La réglementation fiscale, si je suis en para-hôtelier, j'ai une TVA, etc. Le droit de la construction, un établissement recevant du public, je sais que c'est un sujet, par exemple sur le coworking. Et puis la réglementation des baux. Donc aujourd'hui, sur l'aspect co-living, ce n'est pas une classe d'actifs définie. Et donc tous les opérateurs essayent différents modèles. Et ça vient plutôt freiner l'essor du mouvement ou gréver des coûts et des complications. C'est bon, personne ne veut. Oui, on a des sujets. Alors le monde tertiaire, il est régi par le bail 369 qui existe depuis 60 ans, qui était à la base une protection pour les commerces. Quand on ouvre une boucherie, ça permettait de se dire qu'on avait au moins 9 ans, et puis même après 9 ans, c'était compliqué pour le propriétaire, avec une indemnité, de dégager la boucherie. Donc ça s'est appliqué au bureau avec l'essor des bureaux dans les années 60, 70,
jusqu'à maintenant. En fait, ça a été une opportunité pour le marché du coworking, puisque face à cette ineptie pour tout le monde, on va dire, économique issu des nouvelles technologies, qui a besoin de beaucoup plus de rapidité et qui a besoin de beaucoup plus de cycles courts, et qui ne se retrouvait plus du tout dans ce modèle de 3 ans, sans parler de toutes les contraintes bancaires, garanties qu'il faut quand on a une petite boîte pour aller dans ces modèles. Bref, ça a été une opportunité pour justement se mettre entre les deux. Finalement, l'opérateur de coworking se met entre un propriétaire qui veut juste avoir des loyers et un locataire qui veut se simplifier la vie et avoir un accès rapide. Donc c'est plutôt, la contrainte a plutôt été une opportunité de marché. Après, il y a aussi d'autres contraintes réglementaires. Effectivement, on est un peu entre l'ERT et l'ERP. L'ERT, c'est le travail, l'ERP, c'est le public. Donc une boutique, c'est en ERP. Les bureaux, c'est souvent en ERT. Et donc nous, on est un peu entre les deux. Et puis, quand on signe des baux avec des propriétaires, il y a toujours ces discussions qui arrivent sur la table. Vous faites du bureau, mais il faut aussi que vous soyez capable de recevoir du public. Oui, non, en fait, nos clients à nous, ils viennent au mois le mois, donc finalement, ils sont plutôt en code du travail. Donc voilà, mais il y a une zone un peu grise, effectivement, qui est mal appréhendée par des investisseurs classiques qui, effectivement, ont déjà coché des cases depuis 20 ans et ils ne savent pas vraiment encore où nous mettre. Mais on y arrive quand même, donc tout va bien, ça va. L'évolution se fait dans le bon sens. Les Alexandre, contraintes, c'est des opportunités. oui, c'est ça. Alexandre, est-ce qu'on peut considérer le co-living comme une nouvelle classe d'actifs? Alors, au niveau de la classe d'actifs, au niveau investisseur surtout, aujourd'hui, on échange avec eux. Ce qui est sympa, c'est qu'avec le co-living, ça permet en fait de tertiariser le produit logement. On a un seul interlocuteur qui est l'opérateur, en général sur un bail long. Donc pour l'investisseur, aujourd'hui, ça lui permet d'imaginer cette nouvelle classe d'actifs dans l'immobilier. Après, ce qui permettra de faire développer, c'est tous les opérateurs, ils doivent faire leur POC, ils doivent faire leurs preuves. On le voit bien avec certains opérateurs, comme Cherise aujourd'hui, qui ont commencé avec des lieux plus petits pour développer leur concept, prouver que ce qu'ils font, ils savent le faire, pour après être accompagnés par un investisseur ensuite, pour pouvoir se développer en plus. Donc je pense qu'on est dans une phase aujourd'hui où il faut faire nos preuves. Tout le marché attend de voir si ça fonctionne, si ça marche, pour qu'après on puisse vraiment l'établir comme une nouvelle classe d'actifs. Quel serait l'intérêt finalement pour un particulier d'investir dans un espace de coworking? Quand il y a le mot coworking, c'est pour moi en général. Pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi un particulier pourrait investir dans un espace plutôt de co-living? Oui, alors aujourd'hui, l'univers du co-living nous concernant est plutôt institutionnalisé, si j'ose dire, puisque on travaille des formats de résidence qui vont de 2000 à 5000 m² globalement, donc sur des montages financiers plutôt de vente en bloc, donc c'est pas forcément accessible aux tout venants. Après, effectivement, comme le précisait Alexandre, on a prouvé le concept, on a associé maintenant un investisseur, un fonds d'investissement qui, et quand on parlait d'une classe d'actifs à part entière aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est une classe d'actifs à part entière désormais sur le marché français, puisque cet investisseur et ce fonds est en train de développer donc, un fonds immobilier sur la thématique du co-living, donc ne sera amené qu'à se positionner sur des résidences co-living, évidemment en partenariat avec Cherise, et donnera la possibilité au travers de ce fonds aussi d'accéder au travers de participation. Alors, les montants commencent à 100 000 euros. Enfin, ce sont des potentiels particuliers assimilés professionnels, mais donnera néanmoins la capacité donc d'investir à des particuliers. L'intérêt globalement, mais encore une fois, c'est de capitaliser sur tous les fondamentaux, si j'ose dire, du sous-jacent logement, et conjugué à la dynamique, si je veux dire, de ce nouveau marché, de ce nouveau produit et de cette profondeur notamment à laquelle on s'adresse sur un niveau de rentabilité qui est globalement quand même beaucoup plus élevé que sur du logement traditionnel. Oui, c'est ça, donc il y a un vrai intérêt. Et quand même là-dessus, il faut dire depuis 2 ans, ça a beaucoup évolué. Quand on a commencé il y a 5 ans ou 6 ans, c'était quoi le co-living? Les financiers
comment on va faire avec ça, mais il faut voir qu'aujourd'hui, il y a des fonds mondiaux qui investissent dessus. On a BlackRock qui a des investissements sur le co-living, Blackstone à Berlin ont des très gros fonds d'investissement. Là, Oaktree, le fonds américain, vient de revendre sa participation de clé sur le motif du co-living à AXA la semaine dernière. Donc aujourd'hui, il y a des fonds structurés. Il y a aussi bien des family office et des fonds internationaux qui dédient une partie de leurs actifs sur le co-living. Je pense aussi à l'IF, les Singapouriens, avec les fonds souverains singapouriens. Donc c'est déjà parti. Les classes d'actifs sont créées. Clément, donc ce coup-ci sur le coworking. Je suis en train d'afficher puisque J'allais dire non, arrivait. c'est plus sur. Donc on a vu dernièrement donc la problématique d'introduction en bourse de WeWork. Sur le développement futur de ces espaces, quelle est votre vision là-dessus? Ouais, alors je pense qu'aussi le coworking devient une classe d'actifs. Néanmoins, je ne vois pas beaucoup de fonds spécialisés qui se créent. Alors après, je ne vois pas tout passer non plus, hein, mais ça reste du bureau. Ça reste quand même une sous-classe d'actifs du bureau. Voilà, c'est entre le bureau et l'hôtellerie, un petit peu. Même si ça a des modèles. Voilà. Donc le modèle est encore en train de se chercher. Il y a pas mal de monde qui commence à tester aussi tout ce qui est contract management, ce qui se fait beaucoup dans l'hôtellerie. Donc le principe d'un manager qui n'est pas preneur à bail, qui prend beaucoup moins de risques et qui va plutôt opérer avec sa marque. Donc les modèles sont encore en train de se chercher. L'impact de WeWork, je pense, est potentiellement assez destructeur sur la vision des investisseurs institutionnels qui vont dévaloriser une partie des actifs qui ont été pris par des acteurs du coworking. Donc il faut se rappeler, il ne faut pas oublier que voilà, quand il y a un actif de 10 000 m² à Paris qui est pris par Orange, il y a un taux de capitalisation qui est mis sur son loyer, ça crée une valorisation de l'immeuble. Et ce taux de cap, il va dépendre aussi de la faculté d'Orange de payer ses loyers pendant les 10 prochaines années. Donc la solidité d'Orange pèse dans la valorisation de l'immeuble. Le locataire pèse dans la valorisation de l'immeuble. Donc dès que le locataire est un peu mis à mal, comme ça peut être le cas comme dans les acteurs du coworking en ce moment, et ben la valorisation de l'immeuble peut être mise à mal. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous, on l'adresse. C'est aussi pour ça qu'on est content d'avoir nous, Nexity, à nos côtés, ce qui permet de rassurer finalement les investisseurs et leur dire qu'on va nulle part, qu'on est là pour durer. Mais effectivement, c'est un sujet du moment. Et c'est un phénomène mondial, hein, je pense, dans le coworking, parce que tu as quelques gros acteurs mondiaux. Et dans chaque pays, il y a des acteurs qui sont soit dépendants de foncières, soit dépendants de promoteurs immobiliers. Et après, des milliers de petits acteurs qui ont des petits centres, comme tu disais tout à l'heure. Et ça touche vraiment que les gros, finalement. Les petits centres, le petit centre à Clermont-Ferrand, il s'en fout, quoi. Il a loué son espace à la mairie, à l'entreprise du coin, et il n'est pas impacté, quoi. C'est vraiment plus sur c'est plus nous, les gros acteurs, les gros réseaux qui sont en discussion avec des Amundi, avec des AXA et qui discutent sur des gros volumes. Julien, sur votre vision de ces espaces dans le futur, est-ce qu'ils vont devenir des hubs de service? Comment ça va se dessiner? Alors bon, c'est vrai que co-living est très émergent, donc c'est peut-être plus compliqué, mais quelle est votre vision sur la tendance? C'est pas évident de répondre à cette question. Néanmoins, moi, ce que je souhaite pour le marché, globalement, c'est qu'il y ait demain autant de formes de co-living que d'initiatives, pour le moment. Donc du co-living, si j'ose dire, dans tous ces formats, toujours au service, évidemment, de l'utilisateur. Que ce soit sur des thématiques à proprement dites, que ce soit plus ou moins hybride, de taille plus ou moins industrielle. Finalement, une multitude de produits qui répond ni plus ni moins à de nouveaux besoins, tout simplement. Clément, sur le coworking, votre vision du coworking du futur? Le coworking du futur, ça sera le bureau. Enfin, c'est l'inverse, quoi. Le coworking, c'est le bureau de demain. C'est un phénomène qui est en train doucement d'arriver. Aujourd'hui, les chiffres à Paris, si on prend l'Île-de-France, ça fait à peu près 50 millions de mètres carrés. Il y a à peu près 1 million de mètres carrés qui sont type coworking. Donc on est à peu près à 2%, si on inclut les incubateurs, etc. Donc tout laisse penser qu'on va aller vers 10 millions de mètres carrés qui seront
sous un format type coworking dans les 10-15 ans qui viennent. Si on prend les chiffres américains dans les grandes villes et londoniens, c'est ce qui s'est passé. Il y a vraiment des espaces de coworking à tous les coins de rue. Et on n'a pas parlé du café coworking versus le tout à fait. coworking, qui est aussi un phénomène intéressant, voilà, qui est plus en lien avec les changements, le nomadisme, le freelancing de la société, et du coup des espaces où on s'est freelance, plus à l'heure, alors que Tout nous, on à n'est fait. pas dans ce C'est business-là. Donc voilà, il y a encore des segmentations qui sont en train de s'opérer, des types de coworking par secteur. Exactement. Donc voilà, ça est en train de bien Alors justement, évoluer. sur le coworking sectoriel, quel est l'intérêt justement? Parce qu'il y a Coworkimo par exemple à Bordeaux, enfin à Paris aussi. Cowork, pardon? Les coworking sectoriels, Ouais. comme Coworkimo, justement, quand vous parliez de liens créés, d'opportunités d'affaires finalement, enfin d'encastrement, peut-être que justement le fait d'être sur un espace qui va être sectoriel décuple les effets, non? Je ne sais pas. Je pense que j'ai pas assez de recul pour répondre à cette question. Il faut, avant de décupler les forces, il faut avant tout que les gens soient dans la bonne dynamique. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup de richesse à avoir des gens qui sont dans des secteurs différents, justement parce qu'ils peuvent s'apporter des regards différents et des idées différentes. Donc, et après, il y a aussi une question de compétition. Quand on est dans un même secteur avec des gens, c'est vrai que c'est un peu Tout à fait. consanguin. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça sera Alors- plus propice à l'innovation. Donc, on peut, mais on se connaît plus, donc il y a peut-être plus de zones de recoupement. Je ne sais pas, je suis incapable de répondre. Oui, ou alors raisonner en termes de métamarché, c'est-à-dire par rapport à un besoin structuré finalement, un espace de coworking, par rapport à plusieurs solutions. Enfin, je pense l'immobilier, un acte d'achat, c'est aussi déménager, c'est aussi se financer, etc. On peut avoir sûr. cette logique-là. Mais moi, je crois Pour les- plus, par exemple, à The Wing, par exemple, qui est le coworking féminin. Je crois plus à une thématique autour, une thématique artistique qui est assez globale. Tout à fait. Voilà, plus à des orientations, mais qui ne soient pas trop sectorielles métiers, mais plus voilà, voilà. Après, finalement, le coworking, c'est un micro-cluster. Les clusters sont souvent structurés dans leurs opportunités, dans leurs effets, les clusters aéronautiques, etc., même s'ils se structurent au-delà même du secteur. C'est-à-dire qu'on voit des financeurs, des banquiers qui sont présents sur ça. Mais effectivement, on ne peut pas être figé sectoriellement, mais peut-être avoir une ouverture, mais avec une certaine spécificité, parce que trop de généralité, si l'enjeu, c'est vraiment créer des opportunités d'affaires, risque d'être limité par rapport à ça. On pourra sûrement bien répondre à cette question dans 10 ans, quand on aura Tout à vraiment Un recul par rapport un à super ça. recul sur plein d'espaces très différents. En tout cas, ce n'est pas notre angle. Ok, dernière petite question à Alexandre sur les impacts qu'on peut envisager par rapport au changement de la nature du bien immobilier sur l'industrie immobilière. On passe un peu de la propriété à l'usage. Finalement, dans le co-living, le bien immobilier change. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Non? Ou je ne sais pas, Fabrice. Non, je crois qu'il y a un changement de notion de propriété. Et il y a des études récentes qui montrent que déjà sur les millénales, il y a 30 à 40% qui n'ont pas forcément ni l'envie ni les moyens et qui lâchent la propriété de côté. Donc ils sont dans des propriétés d'usage, d'avoir un usage. Effectivement, quand on voit la concentration urbaine, la densification, les niveaux de prix en ville, l'engagement financier que ça représente d'être propriétaire, ça pose des vraies questions publiques qui dépassent ce débat. Et la question qu'il y a derrière ça, c'est à qui bénéficie aussi la propriété, parce qu'il y aura toujours un propriétaire. Donc ça pose des questions, cette propriété, est-ce qu'elle sera collective ou est-ce que ce sera des méga foncières où on louera sa vie? Il y a toute cette histoire on loue cet usage-là. Donc voilà, je pense qu'il y a une notion d'être propriétaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilité. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Et qui sera propriétaire demain? Et comment cet usage sera concédé à des tiers? Ok, merci. Ben, je crois qu'on a fait notre temps. Je vais peut-être conclure cette table ronde en rappelant que les espaces de coworking et de co-living sont vraiment apparus du fait d'une culture de l'immédiateté, d'un style de vie qui est plus nomade. Nos intervenants l'ont souligné.
Ils répondent vraiment à des besoins utilitaires et fonctionnels. Ils répondent aux besoins des professionnels qui vont valoriser la légèreté, le gain de temps, finalement le polychronisme en background. Ils répondent aussi, et ça a été pas mal souligné par les différents intervenants, aux besoins d'appartenance à un collectif par rapport à ce sentiment d'isolement qui a été noté. Et finalement, ce collectif, c'est le cœur de la vie sociale des individus et le cœur aussi de leur construction identitaire. L'intérêt de ces espaces, que ce soit en co-living, peut-être plus en coworking, c'est vraiment de permettre aux utilisateurs de s'inscrire dans de nouveaux ensembles de relations sociales, de liens sociaux, d'échanges à la fois marchands et non marchands, et qui vont permettre de développer des écosystèmes, mais aussi des opportunités d'affaires qui vont être relativement fertiles. Et c'est là toute la puissance de ces modèles-là. On l'a compris aussi, ça a été souligné, que le coworking ou le co-living n'existe pas en tant que tel, mais par la pluralité des formes qu'ils revêtent. Ce qu'on pourrait aussi souligner, qui n'a pas été dit, c'est qu'au-delà du potentiel de ces marchés, qui ont, à mon sens, un grand avenir, c'est qu'on va assister à une redistribution de la chaîne de valeur de plusieurs filières. Et notamment dans l'industrie immobilière, il va falloir vraiment intégrer ces nouveaux usages de co-living et de coworking pour élaborer des stratégies sur les acteurs traditionnellement historiques sur ce secteur. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot de conclusion, chacun. Ben, ce soir, on fait un meet-up dans le 5e chez Cosette de toute la communauté du co-living à Paris à partir de 19h30. Donc ceux qui veulent poursuivre les discussions sont invités. Faut faire de la promotion. Si vous voulez tester Morning Coworking, vous m'envoyez un email à clément@morning-coworking.com. Voilà. Nous, on sera chez Cosette. Pour tous les particuliers aujourd'hui, en fait, depuis le lancement officiel de Co-Live.me, on a pas mal de demandes aujourd'hui de particuliers qui ont des grandes maisons. Donc venez nous voir, potentiellement les réhabiliter en espace de co-living, qu'on vous présente le bon opérateur de co-living. Vu qu'on est un peu agrégateur, on pourrait vous présenter le bon opérateur pour votre bien. Donc n'hésitez pas à venir, on peut vous accompagner du début jusqu'à la fin pour ensuite développer votre espace. Bien, merci beaucoup à tout le monde pour votre écoute. Au revoir.